Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA World. Les léopards de la RDC vont tenter de dévorer les éléphants de la Côte d'Ivoire ce samedi au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Ce match de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015 est décisif pour la RDC. Victoire impérative pour les poulains des Florent Ibenge s'ils veulent continuer à espérer se qualifier à cette CAN. Suivez ce reportage. Plus que quelques heures pour vivre le match de la troisième journée des éliminatoires qualificatifs CAN Maroc 2015 dans le groupe D entre la RDC et la Côte d'Ivoire. C'est samedi 11 octobre 2014 au stade Tata Raphaël. Les léopards, prêts comme dit son sélectionneur national Florent Ibenge, n'ont pas droit à l'erreur en vue d'espérer une qualification pour Maroc 2015. Second derrière le Cameroun avec 3 points, les poulains des Ibenge n'ont qu'une obligation, celle des résultats, car sachant que la belle affaire camerounaise la met dans une situation peu confortable devant un adversaire comme la Côte d'Ivoire. Obstacle nommé éléphant de la Côte d'Ivoire a foulé ses pieds sur le sol congolais depuis le jeudi 9 octobre dans la soirée. Dans le même groupe D, le Cameroun sera reçu par la Sierra Leone et le match aura lieu à Yaoundé en raison de l'épidémie du virus Ebola qui sévit en Sierra Leone. Le classement du groupe est dominé par le Cameroun avec 6 points, un goal average de plus 5, suivi de la RDC 3 points et le goal average 0. La Côte d'Ivoire est 3e avec 3 points, un goal average de moins 2. Et la Sierra Leone est dernier avec 0 points, un goal average de moins 3. Cette rencontre est très attendue pour la population congolaise qui espère à une victoire et les propos des uns et des autres ont été recueillis pour vous par Tania Moulemba et Elvis Ndaya. Je suis sûr et certain que nous allons gagner le match parce que nous avons des joueurs expérimentés. Regardez, voire même sur le classement. Tu vois, il y a nos joueurs de Vita Club qui sont des bons joueurs. Tu vois, il y a aussi des joueurs professionnels qui vont venir. Dans ces cas-là, moi je suis certain que nous allons gagner le match à 2-0 cet après-midi. Et je le confirme. Je dois vous avouer que ça sera un match très difficile pour les léopards de la RDC. Quand on sait que la plupart des joueurs ivoiriens jouent dans des prestigieux clubs européens. Et donc ça ne sera pas une partie de plaisir pour les hommes de Florent Ibenge. Mais écoutez, moi je crois que les léopards ne viendront pas non plus en victime expiatoire. Ils doivent jouer leur jeu. Croire à leur chance avec l'appui du public, je crois qu'on peut faire quelque chose. Je suis congolais, je ne peux que souhaiter la victoire des léopards de la RDC, quand même que ça sera très difficile face à cette redoutable équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. La victoire est nécessaire, 1-0, 2-0. Ce qui est important pour nous, c'est de gagner les matchs et avoir les 3 points. Nous avons déjà eu à jouer contre la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas à craindre, car nous sommes tous des joueurs. Le score que je donne pour ce match est de 2-1. Tout à l'heure, Un invité dans cette édition d'information, il s'agit d'Olivier Pengongo. Bonjour Olivier. Bonjour madame. Voilà, nous parlons du match qui va se jouer cet après-midi. Dans quel état moral se trouvent les léopards en ce moment? Je crois que pour une fois, les pays ont réuni tout ce qu'il faut pour que ces jeunes gens nous donnent un très bon match. C'est très rare de voir les professionnels arriver à temps, la volonté, l'engagement de tous ces jeunes joueurs pétris des talents qui sont venus travailler. Ils ont travaillé au moins pendant 4 jours avec l'entraîneur, dans les soucis de réparer l'erreur d'avoir perdu contre les Cameroun à la maison. Cette fois-ci, en tout cas, ils ne veulent pas de ça. Y a-t-il eu assez de préparation pour les 11 nationales congolais? Oui, je crois que, comme le disait sur nos antennes, Florent Ibenge l'a dit clairement, au niveau de l'équipe nationale, on ne vient pas apprendre. C'est pour ça qu'on appelle ceux-là qui ont bénéficié d'un bon encadrement au niveau de leur club. Et à l'équipe nationale, très rapidement, on les regroupe et on crée un bloc homogène, solide, pouvant permettre à la nation d'avoir une équipe. Je crois que par rapport à ça, Ibenge l'a fait. Maintenant, c'est face aux Ivoiriens qu'il faut voir si la mayonnaise a vraiment pris forme. Mais quels sont les enjeux véritables de ce match? Oui, les enjeux véritables sont clairs. La RDC veut impérativement se retrouver qualifiée. Le Cameroun a pris de l'avance en nous battant et en battant la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un groupe de 4 où le Congo et la Côte d'Ivoire sont ex-aequo avec 3 points, n'ayant gagné qu'un match et perdant l'autre. Certes, nous, on a un petit avantage parce que battu par 4-1 contre la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se retrouvent en infériorité par rapport aux points au niveau des goals à virage. Nous les dépassons, mais aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas là pour nous regarder jouer. C'est une très bonne équipe de la Côte d'Ivoire, quitte aux Congolais de savoir prendre le match vraiment dès l'entame pour espérer en tout cas les battre.
Battre la Côte d'Ivoire signifie mettre un pas, en tout cas, sur la bonne raille et espérer amener le pays vers une qualification. Olivier Pengongo, je vous garde encore sur ce plateau. Le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo et les dirigeants des différents clubs de la RDC appellent les Congolais à une mobilisation totale pour soutenir et pousser notre 11 à la victoire. Suivez ce reportage. Samedi, match contre Côte d'Ivoire, éléphant. Donc, nous sommes à léopard. Nous sommes sur le lia bango. On lia éléphant, donc il faut battre belé. Donc, il belé, belé, bouton de sa stade, toutes tendances confondues. Samedi, il y a belé, pour soutenir Bissau pour nous. Nous avons besoin de 3 points. Bonga ici, Cédric Maguati, joueur au Osasuna en Espagne. Nous avons besoin d'un développement, tout va supporter. Nous allons supporter Bissau match, c'est très important en Côte d'Ivoire. La DSMP, Renaissance. Surtout équipe n'a pas la faire. Donc il y a des éléments pour soutenir Bissau. Et le match est à Souka. Samedi à 15h, RDC contre Côte d'Ivoire. Donc on a besoin vraiment de soutien à Bino. Boyemba du début à la fin, de la première à la 90e minute. Alors imagine nous sommes besoin de la stade parce que les alliés et Ekolo. Boya est belé, ma casse. Les gens doivent faire confiance à leur équipe nationale et à nos athlètes. Et je crois si nous gagnons les 3 points, nous pouvons peut-être être deuxième. J'en oublie presque. Kasangulu, un peu partout, Kindu, Bafutabies, Bizoban, il faut tous aller Elongo, Bujimai, Kananga, Batuamalela, même à Samba, Batunia Zobaya, tous à la Sima équipe de la Bisso, tous à 3 points. Tous sangana penaki na biso na bangoy tous sangani léopard biso na bangoy tous sangani léopard. Le message est passé, Olivier Pengongo, je reviens à vous. Mais qu'est-ce que ça fait à une équipe de jouer dans un stade rempli de ses supporters? Vous savez, madame, on a toujours appelé le public comme étant le 12e homme. Le Léopard, si aujourd'hui doit vraiment rêver une qualification contre une très bonne équipe, très bien regroupée de la Côte d'Ivoire, il faudrait que le public accompagne. Les Congolais ont eu une mauvaise habitude de crier sur les joueurs, de les insulter, ça démoralise. C'est des jeunes gens pétris de talents, mais qui mentalement ont besoin d'être soutien de toute la nation pour arriver, en tout cas, à déstabiliser cette équipe ivoirienne. Seul le public peut arriver à déstabiliser les Ivoiriens et finalement permettre au Léopard d'arriver à les maîtriser, à les manger pratiquement. Pour que le Léopard y arrive, il faut que ce public-là apporte ces soutiens-là. C'est pour ça que c'est normal qu'au niveau de la fédération ou encore du gouvernement, que l'on prépare la population à venir nombreux au stade, mais surtout à pousser cette équipe des Léopards à aller chercher cette victoire, qui ne sera pas facile. Ce n'est pas facile de battre une équipe de la Côte d'Ivoire qui, depuis 14 ans, cette équipe, il tourne autour de la même effectif. Alors que nous, on a eu plusieurs fois à changer, que ce soit les joueurs ou encore les stratégies. Et voilà, il y a se poser cette question, est-ce qu'il y a eu des préparations psychologiques pour que notre 11 tienne à ces mondialistes? Parce que la plupart de ces joueurs ivoiriens sont des mondialistes. Oui, je crois que le pays a mis tous les moyens. Le gouvernement a fait sortir l'argent du trésor public pour les payer par rapport aux primes des derniers matchs qu'ils ont joués contre la Sierra Leone. Aujourd'hui, s'ils gagnent, ils auront encore leurs primes. Donc l'État a mis les moyens. L'entraîneur a eu le temps de travailler avec les athlètes. Certes, il y a encore d'autres détails qui ne manquent jamais. Il n'y a pas d'équipe sans problème. Mais en tout cas, au niveau du pays, ou encore au niveau de l'entraîneur, tout a été réuni pour les permettre de gagner les matchs. La RDC est peut-être faible parce que, sur papier, parce que nos joueurs ne sont pas encore très connus à l'échelle continentale, comme les Yaya Touré ou encore les Baki Kone ou les Gervinho, mais les Congo bénéficient d'un avantage d'avoir un public, un mental fort, capable de bousculer n'importe quelle équipe. Et les Ivoiriens, jamais un mélange aussi galactique que celle que nous présente la Côte d'Ivoire depuis 14 ans, a gagné des titres. Donc ils n'ont aucun titre, malgré qu'ils ont réuni tous ces éléments-là. Nous savons que quand on a réuni des bons Congolais, même au niveau des clubs avec Mazembe, on a pris les titres. Aujourd'hui, Veclub a réuni les meilleurs Congolais. Veclub va jouer la finale de la Ligue des Champions. Donc le Congo, s'il arrive à réunir son bloc équipe,
autour d'une pensée ou d'une orientation, le Congo arrive en tout cas à arracher les titres. Et une victoire est certaine si aujourd'hui les joueurs sur le terrain et les publics sur les gradins communiquent, orientent l'équipe vers la victoire. Je crois que ce mental-là, cette rage-là de vaincre pourra impérativement obliger les Ivoiriens à reculer et finalement permettre aux Léopards de gagner le match. Voilà, merci beaucoup Olivier pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous changeons de chapitre pour parler de cette recrudescence d'insécurité dans la commune de Massina au quartier Bitabé. La population s'est enfin révoltée contre la police commise à sa sécurité, se soulevant contre la énième agression des inciviques ce matin. Les habitants de Massina Bitabé ont été dispersés par des coups de feu tirés en l'air alors qu'ils étaient prêts à incendier le conteneur de la police. Esther Mpezomba nous en parle dans ce reportage. La population de quartier Nzuziwambombo, Boba et télévision dans la commune de Massina Bitabé s'est réveillée ce matin, vendredi 10 octobre 2014, sous les crépitements des balles. Des coups de feu tirés en l'air pour disperser les jeunes gens de ce quartier qui se sont insurgés contre les policiers commis au sous-commissariat de Boba, situé à côté de la paroisse Cœur Immaculé de Marie, dans le souci d'une justice populaire. À la base, l'extorsion et l'agression à coups de machette d'un chauffeur de 207 nommé Trésor Mabialangoma par les Koulouna. La victime, qui dit reconnaître certains policiers parmi ces inciviques, est allée porter plainte auprès de leur commandant. La population, ayant appris la nouvelle, s'est révoltée et a voulu piller et brûler le conteneur de la police de Boba. Pendant ces affrontements entre la police et la population, la sœur de la victime s'est aussi blessée. En sortant ce matin vers 4 heures, j'ai rencontré un jeune homme cagoulé au coin de mon avenue. Je me suis arrêté, mais lui m'a demandé de continuer ma route et de ne pas avoir peur. Nous sommes avec les policiers qui font la patrouille, m'a-t-il dit. Ensuite, j'ai vu 2 policiers qui m'ont interpellé. Ils m'ont demandé mes pièces d'identité. Je leur ai présenté mon permis de conduire. Puis, ils m'ont ravi une somme de 87 000 francs ainsi que mon téléphone. Alors que je réclamais mon argent, ces inciviques ont sorti une machette et m'ont frappé à l'épaule et aux pieds. Je me suis défendu malgré mes blessures. Tout ceci en présence des policiers. À en croire un commandant de l'intervention de l'échangeur limité, les policiers accusés et leurs compagnons Koulouna sont déjà mis aux arrêts et subiront la rigueur de la loi. Cette situation a perturbé les habitants de ce coin de la capitale dans la matinée. Certains élèves n'ont pas pu arriver dans leurs écoles. Les habitants de cette partie de la commune de Massina déplorent le comportement de ce policier qui crée l'insécurité. Pourtant sont-ils eux-mêmes des agents de l'ordre. Le calme n'est revenu que vers 8h30. De ces belles images de notre collègue Le Petit Baïndé, nous parlons à présent de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo qui appelle le gouvernement congolais à poursuivre en justice les membres de l'ex-rebelle du M23 coupables des violations graves des droits de l'homme. Dans un rapport rendu public jeudi, la MONUSCO décrit les meurtres et autres viols commis par les éléments du M23 aux environs de Goma dans le Nord Kivu entre avril 2012 et novembre 2013, comme nous le confirment Fanny Farakasemwana et Bibiche Mouzeke Matete. Dans un rapport publié jeudi par la mission des Nations Unies au Congo, l'ex-groupe rebelle du M23 aurait tué, violé, pillé et torturé plusieurs centaines de civils entre avril 2012 et novembre 2013, période pendant laquelle le groupe armé contrôlait une grande partie de la province du Nord Kivu. Après des mois d'enquête et 5 visites sur terrain, les chercheurs de l'ONU ont relevé et au moins 161 viols commis par des membres du M23. Le rapport cite ainsi le cas d'un homme tué par balle à Kiwanja le 2 novembre 2012 par des hommes en tenue du M23 alors qu'ils s'opposaient au pillage de sa maison, ou encore celui de 2 jeunes tués pour avoir résisté à leur enrôlement forcé. Les viols, eux, ont été en grande partie commis dans les camps de déplacés dans les environs de Goma, selon l'ONU, et aussi au camp militaire de Katindo. Entre le 21 et le 25 novembre 2012, 49 femmes de militaires auraient été violées
par des membres du M23. Au total, près d'une centaine de violations des droits de l'homme sont détaillées dans ce rapport. La MONUSCO appelle à cet effet l'État congolais à poursuivre en justice les membres de l'ex-groupe rebelle du M23 qui se sont rendus coupables de violations graves des droits de l'homme. Pour rappel, après la fin du M23, il y a un an, 13 mandats d'arrêt avaient été lancés par la RDC et dont aucun des dirigeants du M23 n'a été traduit en justice. La MONUSCO a salué ces 13 mandats avant de demander l'arrestation de ces 13 personnes et que la justice soit rendue dans un délai raisonnable. L'ONU estime que le fait que les auteurs des violations des droits de l'homme jouissent toujours d'une impunité continue, un facteur déstabilisant pour la sous-région. La plupart de ces auteurs sont réfugiés au Rwanda ou encore en Ouganda selon Kinshasa, deux pays qui à ce jour ont refusé d'extrader les personnes accusées de crimes graves. Avec ce nouveau rapport, l'ONU espère mettre la pression sur les 3 pays afin d'éviter l'impunité sans garantie d'être entendue. Il faut noter que plusieurs rapports des Nations Unies ont indiqué que le M23 avait bénéficié du soutien militaire et financier du Rwanda. À ce jour, seule la Cour pénale internationale a annoncé ouvrir une procédure contre l'un des ex-dirigeants du M23. En prévision de la célébration ce 11 octobre de la journée des filles, le plaidoyer pour l'amélioration de la situation de la jeune fille a constitué l'essentiel de la rencontre conjointe RDC partenaires. L'objectif de ce plaidoyer est la sensibilisation et l'action par et pour la jeune fille pour la reconnaissance de ses droits. Cette réunion s'est tenue en prélude de cette journée comme je l'ai annoncé. Images et commentaires Astrid Mbouy. Briser le cycle de la violence. Le choix de ce thème suppose qu'investir dans les adolescents et les jeunes en mettant l'accent sur les filles est un capital pour tirer profit de ce dividende démographique en Afrique. Ceci représente une bonne occasion pour améliorer les moyens de subsistance et le niveau de vie de ces populations. La célébration le 11 octobre 2014 de la Journée internationale de la fille est un moment de sensibilisation et d'action par et pour la jeune fille en vue de reconnaître les droits et les difficultés spécifiques auxquelles elle est confrontée partout dans le monde. En prélude de cette célébration, le ministère du Genre, Famille et Enfants et ses partenaires dont l'UNICEF, l'ambassade du Canada et la coopération britannique font un plaidoyer pour l'amélioration de la situation de la jeune fille en RDC. Les problèmes que rencontrent les filles dans les pays en voie de développement sont presque les mêmes. Les discriminations dans différents secteurs de la vie, l'accès limité à l'éducation, les mariages, les grossesses précoces, les violences sexuelles et basées sur le genre, le travail des enfants, la prostitution. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour interpeller toutes les parties prenantes sur la situation actuelle des filles et leurs droits, pour plaider davantage sur les investissements à réaliser afin de permettre aux filles et développer leur potentiel de devenir des puissants agents des changements au sein de leur communauté et leur famille. Ce plaidoyer a été ponctué par la projection de 2 films, des exposés sur la situation de la jeune fille en RDC, suivi des questions des enfants adressées aux panélistes et au public. La charte du Forum sur la jeune fille de juillet 2014 à Londres a été remise au gouvernement congolais. 3 tonnes de liqueur en sachet et 1 tonne de spaghettis ainsi que des savons ont été saisis et détruits par les inspecteurs de l'Office congolais de contrôle affecté à Loufou dans le Bas-Congo. Ces produits ont été interdits de commercialisation et d'autres, la date de péremption avait déjà dépassé. La cérémonie de leur destruction s'est déroulée à Loufou en présence du directeur de la cellule de l'Interpol de l'OCC représentant le directeur général Albert Kassongo Mukonzo Fani Farah Kasemwana. Esther Mpezomba nous en parle dans ce reportage. C'est à Loufou, à la frontière entre le Bas-Congo et l'Angola, que ces produits composés de 3100 tonnes de liqueur en sachet et d'1 tonne de spaghettis ont été appréhendés par les inspecteurs de l'Office congolais de contrôle. Ces produits ont été détruits en présence des autorités de la DGDA, de l'hygiène, de l'OCC, de l'ANER et d'autres services connexes. Ces liqueurs interceptées par les inspecteurs de conformité de l'OCC affectés à Loufou sont frappées par les arrêtés interministériels portant interdiction du commerce
d'alcool, eau de vie et liqueurs conditionnés dans les sachets, ainsi que les arrêtés portant interdiction de fabrication, d'importation et de commercialisation des emballages non biodégradables. Quant à la tonne des spaghettis, la date de péremption avait déjà dépassé le 29 septembre comme indiqué. C'est le cas aussi des savons impropres à la consommation qui ont été mis dans des sachets de riz. Présent à cette cérémonie de destruction des produits impropres à la consommation, le député national Jean-Claude Vwemba a appelé le gouvernement à épauler l'Office congolais de contrôle dans sa lourde charge, étant un organisme de contrôle de conformité. Nous devons nécessairement encourager l'Office congolais du contrôle, l'OCC pour tout le travail que ces agents ainsi que leurs cadres fournissent pour que nous puissions avoir un monde assez meilleur. Le directeur de la cellule de l'Interpol de l'ECC, Henri Mpeti, représentant personnel du directeur général Albert Kassongo Mukonzo, a renouvelé la détermination de l'ECC à combattre d'une manière efficace la criminalité transfrontalière. L'Office congolais de contrôle en tant qu'organe technique du gouvernement est là pour faire appliquer les instructions du gouvernement. Il faut signaler que l'Office congolais de contrôle a saisi et détruit de mars à octobre 2014 plus de 12 889 tonnes de produits. Ce, malgré les difficultés que connaît cette entreprise. Faire la restitution de la mission d'installation des comités fédéraux du PPRD Kasaï-Occidental, voilà l'objectif de la rencontre entre Delaire Kawiwo et les notables du PPRD. Le vice-gouverneur et le président interfédéral du PPRD Kasaï-Occidental a à l'occasion sollicité l'accompagnement de tous les membres du comité d'appui aux actions du PPRD à la base dans toutes les activités du parti. René Pamphile Kayombo et bienvenue Magambo pour les détails. La notabilité du PPRD Kasaï-Occidental a été ce jeudi autour du vice-gouverneur et président interfédéral du PPRD Kasaï-Occidental. Delaire Kawiwo a fait la restitution de la mission d'installation des comités fédéraux du PPRD effectuée dernièrement dans différents territoires de sa province sur ordre du secrétaire général de son parti. Et nous avons dit qu'il était nécessaire que nous puissions faire l'unité, la cohésion sans laquelle le PPRD ne gagnerait pas les élections. Mais nous avons communiqué la vision du PPRD par rapport à la révision constitutionnelle. La réalisation, la construction de Chit Katende devient une réalité. Quoi de plus normal que de soutenir la personne qui a reçu là où nous avons échoué avec Codesco, avec les Sud-Africains, avec tous les autres anciens gouvernements. Soutenir le président, qui est le 4e président, jeune. Devant la notabilité du PPRD Kasaï-Occidental, réunie au sein du comité d'appui aux actions du PPRD à la base, l'interfédéral Delaire Kawiwo s'est félicité d'avoir prêché la cohésion dans toutes les fédérations et le mot d'ordre selon lequel pas une parcelle sans PPRD. Il a expliqué le bien fondé de la révision constitutionnelle, même son des cloches pour les notables qui croient en Joseph Kabila. Il était extrêmement important qu'une telle rencontre soit organisée aujourd'hui. Ça a permis aux gestionnaires du parti au quotidien et les notables qui restent à Kinshasa pour pouvoir échanger sur la vue du parti dans notre province. Kabila a tendu la main avec les Occidentaux en concluant un barrage le plus important. Et que maintenant que le président s'est soucié, s'est battu comme un diable et qui a maintenant le concret, moi je pense que les Kasaïens n'ont pas raison de ne pas l'embrasser. Bientôt, le conseil urbain de Boma aura un bâtiment moderne construit dans les normes. C'est ce qui justifie la pose de la première pierre de construction de cet édifice par le vice-gouverneur du Bas-Congo, Vicky Moukeba, pour les détails. Financé par l'Association nationale des villes et communes de la RDC, le gouvernement provincial du Bas-Congo, ce terrain va abriter les bureaux du conseil urbain de Boma. Le maire de Boma, Mme Marie-Josée Nyongo-Nswami, a dédié ce bâtiment au président de la République Joseph Kabila et au gouverneur Jacques Mbadou Sitou. Le gouvernement provincial du Bas-Congo que dirige Jacques Mbadou a suppléé à la hauteur de plus ou moins 30 000 $ américains pour offrir au conseil urbain de Boma un bâtiment plus moderne. Cette prouesse a été rendue possible grâce à l'adhésion de la ville de Boma sous notre modeste personne
dans l'Association nationale des villes et communes de la République démocratique du Congo. Le vice-gouverneur du Bas-Congo, Atumatubwana, a posé la première pierre marquant le début des travaux. Et il va falloir que ces institutions qui vont venir demain ne soient ou ne siègent sous les arbres. Ici, nous sommes dans une phase où les paroles doivent être combinées avec les actions. Nous avons été informés par le passé que Maman Mère était en train de mener des démarches pour pouvoir décrocher un financement pour la construction des bâtiments qui abritera le futur conseil urbain. Et voilà que cette grande dame est arrivée à récupérer du fonds. Et le gouvernement provincial aussi, par le gouverneur Jacques Mbadou, n'a pas hésité à pouvoir accompagner pareille initiative. Ici, nous lançons le même message, le même appel à tous les responsables des autres entités de la province de pouvoir développer un esprit, un comportement managérial dans ce qu'ils doivent entreprendre pour l'intérêt de nos communautés respectives. Le coût des travaux est estimé à 70 800 $ américains et seront exécutés par le bureau urbain des ITPR Bas-Congo. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information, mais un rendez-vous à ne pas manquer, c'est ce plateau spécial prévu à 15h par notre desk sportif qui va vous faire vivre en direct la rencontre RDC Côte d'Ivoire. Merci de ne pas zapper et rester avec nous sur la RTGA World. Au revoir. Avec nous, nous perçons.